Christian Hublot a consacré sa carrière d'avocat et d'enseignant à l'université à faire pénétrer le droit de l'environnement dans tous les secteurs de la vie publique et de l'économie, tant au niveau national qu'international. Après un passage à la Commission européenne des droits de l'homme de Strasbourg, Christian Hublot a créé le 1er janvier 1969 le cabinet d'avocats qui porte son nom et qui s'est très rapidement spécialisé dans les affaires de droit public et de droit de l'environnement, avant de s'associer en 1978 avec Corinne Lepage et fonder donc Hublot-Lepage Avocats. Christian Hublot est spécialisé dans les procédures contentieuses, notamment dans les affaires internationales de pollution et d'environnement et d'expertise juridique. L'affaire de la Moco Cadiz, dont on a parlé ce matin, le procès de Chicago, les affaires de l'Erika, du Levoli Sun et du Prestige, les affaires internationales de pollution de la Méditerranée, du Rhin, de la baie de Seine, de la Moselle, etc. Enfin, il est spécialisé dans la stratégie d'entreprise dans le domaine de l'environnement et il conseille aussi ses clients dans leurs opérations dans les domaines de l'environnement. Alors, donc, il parle par ma voix. Mesdames et messieurs les organisateurs et intervenants de ce colloque consacré aux investigations financière au service de la lutte contre les crimes environnementaux, donc, qui a été organisé sous le patronage par le CEFAC et le GRASCO. Vous m'avez fait un grand honneur en m'invitant à prononcer quelques propos conclusifs à la suite de vos travaux qui, à mes yeux et en toute sincérité, devraient avoir le retentissement qu'ils méritent, tant en raison de la qualité des interventions que des thèmes abordés. Ils ont en effet toute leur place dans l'orientation de la perspective que doit dorénavant prendre le droit de l'environnement, et ce pour au moins deux raisons. La première est que nous ne sommes plus aujourd'hui, comme dans les années 70, à rechercher des moyens de protéger la qualité de la vie, parce que ce qui est en cause aujourd'hui, à travers le réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité, c'est la vie elle-même. La seconde tient dans le fait que pour que le droit existe, il faut qu'il soit effectif. Or, précisément, la lutte contre le crime environnemental représente la plus haute des sanctions pénales avec le plus haut degré d'effectivité, même si elle se heurte dans sa dimension internationale à de nombreux obstacles que vous avez parfaitement décrits. Lors de vos travaux, vous avez insisté sur quelques points fondamentaux sur lesquels il nous faut revenir. Tout d'abord, ce qui apparaît en premier, c'est l'importance financière de la fraude et de la corruption, dont le montant s'évalue à plusieurs centaines de milliards de dollars. Certains crimes, comme le trafic du bois, face auquel l'Union européenne a récemment pris conscience, portent un préjudice immense à la biodiversité et en conséquence favorisent le réchauffement climatique. J'observe d'ailleurs que la dimension internationale de la criminalité environnementale touche également à la santé humaine, ce qui démontre son importance. La vigilance, second point, la vigilance et la traçabilité financière sont d'évidence les clés de la lutte contre la criminalité environnementale. Il ne fait aucun doute non plus qu'elle devrait disposer de moyens supplémentaires compte tenu du développement constant et de la progression de la criminalité financière. Il faut donner aux organismes que vous représentez non seulement des moyens, mais surtout faciliter la coopération car le crime est international. Pour moi, s'intéresser au droit climatique, c'est s'intéresser à un phénomène quasi universel. Ce qui reste le plus frappant est le fait que dans les cas de corruption dans le domaine de l'environnement, la victime silencieuse est l'environnement lui-même, qui est trop souvent muet.
Une autre victime, l'État, privé également de ressources, ce qui n'est pas négligeable. Il me semble essentiel de faire apparaître le préjudice écologique et climatique dans le calcul des dommages et de changer les modes de calcul du préjudice subi. On peut alors suggérer quelques pistes de réflexion au-delà du renforcement du droit pénal classique ou moderne, notamment, Maître Huglot vous incite à consulter le numéro spécial de la Revue juridique de l'environnement qui est consacré à l'économie circulaire, et notamment la partie intitulée « Quel rôle pour la sanction pénale dans l'économie circulaire ?» Mais la résistance est forte si l'on en juge la difficulté que rencontrent les institutions européennes pour établir un droit pénal de l'environnement. J'évoquerai également quelques pistes de réflexion liées au droit de la réparation et au droit de la prévention. Sur le premier point, je voudrais évoquer d'abord le crime d'écocide, défini par le Parlement européen comme tout acte causant des dommages graves ou étendus, ou graves et durables, ou graves et irréversibles à l'environnement. Je ne me référerai pas ici à l'écocide selon le droit français, celui de la loi climat-résilience. Il s'agit d'un délit et non d'un crime, mais encore pire, d'une caricature de droit pénal. Sur le plan procédural, l'idée de la nature sujet de droit, telle qu'elle a été adoptée en Espagne, peut avoir une utilité. Et là, il renvoie à une étude qui a été consacrée à la loi espagnole Mar Menor par le professeur Del Anglès. Sur le second point, il faut axer sur tout ce qui va dans le sens du préventif, tant dans le droit positif qu'en droit souple. Le 10 mai 2023, le Parlement européen a adopté un texte de compromis concernant la directive sur le devoir de vigilance. Il s'agit d'un exemple, mais il en existe un autre qui n'est pas sans intérêt, c'est l'institution des lanceurs d'alerte. Mais il faut encore insister sur la création d'un climat propice au respect du droit international et des principes fondamentaux qui s'y rattachent. Ainsi, le développement de la Déclaration universelle des droits de l'humanité, à l'initiative du précédent président de la République, alors pas celui avant celui de Emmanuel Macron, est mise en œuvre par Corinne Lepage et son équipe de juristes n'est pas sans intérêt. Cette déclaration contient à la fois des droits et des devoirs pour l'humanité et elle connaît un certain succès tant auprès des institutions internationales que des groupements de grandes villes. Je dis au passage que Strasbourg a signé la Déclaration des droits de l'humanité. Ainsi, il nous paraît évident que la lutte contre la criminalité environnementale avancera avec le développement du droit climatique et du droit de la biodiversité. Celui-ci s'est développé sur toute la planète et de nombreuses décisions sont à prendre en considération. Les récentes décisions du Conseil d'État dans l'affaire Grande-Synthe notamment ouvrent la voie car elles obligent les États à progresser. Je vous remercie de votre attention.